Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 18 juillet de l'an 2026 pour lequel j'ai convié en plateau Fernando Ressou qui est analyste, chroniqueur politique, également reporter sportif et sera face à un autre analyste politique, chroniqueur politique, Jules Léandre Kiti. Avec eux, on essaiera de décrypter les différents sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, notamment la suppression de la Commission électorale nationale autonome Sénat, suppression provisoire, laquelle a été consacrée avec la modification du code électoral. On en parlera. On parlera également de l'installation du Sénat, installation qui est prévue notamment pour le 30 juillet prochain. Ceci suite à la convocation du doyen d'âge, notamment l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Cette semaine également, chers amis internautes, il faut noter que le procès en lien avec la disparition de Pierre Urbain dans Ivor a connu quelques audiences. On en parlera de façon sommaire et expéditive. On parlera également de Kémy Séba, qui est dans les lignes de la détention, notamment en Afrique du Sud. Il a été arrêté le 13 avril dernier et le 11 août prochain, on en saura un peu plus davantage sur la demande d'extradition du Bénin, notamment en lien avec Kémy Séba qui est recherché pour une tentative de coup d'État. Notez que cette semaine également, chers amis internautes, les populations de la commune de Matéri, celle de la zone frontalière de Koualou, étaient totalement en extase. L'image a totalement circulé sur les réseaux sociaux. Ceci suite à l'apparition d'une patrouille conjointe des militaires du Burkina Faso et du Bénin. On en parlera parce que cela également a fait l'actualité et on n'occultera pas de parler de la Coupe du Monde puisqu'on a avec nous un grand reporter sportif à la personne de Fernando Ressou. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage proprement dit, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour le décryptage. Oui, apprendre le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons chaque le coach est d'ailleurs. Bon, il faut arrêter, mais qu'on l'a pas commandé pour être ouais. Deuxième pas toi, mais de quoi maintenant. Il va zombie. Là, alors, quand tu es, nous avons ton gouvernement à Brokunaï. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission. Fernando Ressou, bonjour. Salut. Merci pour la disponibilité. Bonjour à vous, Julien Kiti. Bonjour Kader, bonjour Fernando Ressou et bonjour aux amis internautes. Merci également pour la disponibilité. Je commence par vous, Julien Kiti. Suppression de la Sénat, opinion.
Suppression de la Sénat. Je vous avais dit plusieurs fois quand je suis venu ici que sur des questions comme ça, avant toute chose, je me pose la question de savoir est-ce que c'est légal, est-ce que l'acte est posé par des gens qui sont en droit de le faire. En l'espèce, oui, c'est le Parlement béninois qui, souverainement, a estimé, après des débats judicieux, qu'il faut procéder à la suppression, je vais ajouter même provisoire, pour faire plus élégant, de la Sénat. Mon opinion, c'est que l'acte est pertinent parce que, vous voyez, la Sénat, qui est devenue permanente, a un mandat de 5 ans. Nous sommes la dernière modification constitutionnelle à instaurer un septennat. Et en plus des élections couplées. Ça veut dire que de maintenant jusqu'à 7 ans, on ne fera plus d'autres élections, sauf si il y a les élections professionnelles qui, parfois, là, ça c'est les travailleurs qui se greffent sur le dispositif de la Sénat pour l'organiser. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais je pense que c'est pas lourd pour ça seulement, on maintienne la Sénat en place. Parce qu'on va installer un président de la Sénat, il y a une administration de la Sénat qui est là, il y a la Sénat, le conseil électoral, il y a la direction générale des élections, il y a tout un personnel permanent comme personnel d'appoint. Et je pense que ça va faire dépenser beaucoup d'argent. Et puis ceux qui vont être nommés à ces niveaux également vont se tourner les pouces. Parce que l'épanouissement dans un travail aussi pour la nation, ce n'est pas que l'argent que vous voulez gagner, c'est aussi cette passion de dire oui, nous faisons des choses concrètes. Donc pour le moment, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je me pose des questions qu'il faut que le législateur, en lien avec l'exécutif et tous ceux qui doivent agir sur cette question-là, qu'ils se posent ces questions pertinentes. Alors, à quel moment est-ce qu'on supprime tout? C'est pourquoi je ne milite pas. Est-ce qu'on ne va pas avoir un organe non élu, mais technique, léger, qui va rester là, d'accord, pour la maintenance du dispositif, parce que tout est informatisé, du dispositif informatisé là, pour garder un certain nombre de données, les préserver, parce qu'on connaît chez nous, lorsqu'on dit qu'on veut supprimer l'administration et tout, tout ça va dans tous les sens, c'est pas bon. Donc il faut avoir une petite unité qui soit là, mais on sait que la Sénat est supprimée provisoirement. Ensuite, les fonctionnaires de la Sénat, les gens qui sont des travailleurs de l'État, qui sont mis à la disposition de l'administration publique. Oui, on les met à la disposition de l'administration publique, mais comment tout ça va être liquidé, comment tout ça va se faire, il faut que... Aujourd'hui, on est à une époque où d'abord, la Constitution le prévoit, mais ensuite, à une époque où les vérités ne se cachent plus, il faut qu'on puisse nous dire comment ça va se faire. Maintenant, il y a des passifs de la Sénat qui sont là. Il y a des gens, lors des dernières élections, qui ont été du personnel d'appoint, du personnel recruté spécialement pour les élections, qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé pour la Sénat, je peux les considérer comme des prestataires pour la Sénat, qui ne sont certainement pas encore payés, parce que moi, je me suis amusé quand vous m'avez parlé du sujet, et quand le sujet de la suppression est arrivé au Parlement, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais est-ce que la Sénat a soldé tous ses comptes avec tous ceux à qui elle doit? Et j'ai vu même, j'ai pu parler avec certains jeunes, d'accord, qui ont travaillé avec la Sénat, qui disent on n'est pas encore payé. Je ne suis pas là pour réveiller des problèmes, mais nous sommes dans une république où les choses se font désormais de façon correcte, de façon réglementaire. Je suis sûr qu'il y a des dispositions qui sont prises. Il y a un parlementaire, Augustin Aranvoy-Bla, pour ne pas le nommer, qui a martelé au Parlement que toutes les dispositions sont prises pour que le personnel de la Sénat, interne comme externe, ne puisse pas souffrir de la jouissance de ses droits. J'espère que ça va bien se passer. Fernando Ressou, est-ce que les motivations de cette suppression provisoire de la Sénat vous ont-elles convaincu de l'intérêt de l'opportunité? Pourquoi parlez-vous de suppression? Pourquoi devons-nous parler de suppression? Vous avez suivi son développement? On a parlé de... Suspension provisoire. On est dans un match. Et le match, de la première minute jusqu'aux prolongations, même s'il y a tir au but, il faut y aller. Et donc, notre démocratie a démarré comme un match.
Ça peut faire 100 ans, 1000 ans. Pour la petite histoire, qui a organisé les premières élections de l'ère démocratique? Le ministère de l'Intérieur. Et comme dans tous les pays, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous allez en France aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme nous ne nous faisons pas confiance, je me rappelle, Feu Tévoydiret, c'était l'un des barons, disons, de l'opposition au Bénin. Il ne faisait pas confiance aux structures qui sont en place. Il dit il faut une commission qui ne puisse pas répondre du ministère de l'Intérieur, qui est une structure d'État, pour organiser des élections au cours desquelles le président de la République en exercice serait candidat, ou des ministres en exercice seraient candidats, etc., etc. Ça a bataillé dur, très dur, et on a trouvé l'esprit béninois La formule? a trouvé la formule d'une commission électorale nationale autonome. Autonome. Ça a réfléchi pour que cette autonomie-là prenne corps. Comment est-ce que la commission doit être composée? Le président de la République doit trouver des membres, l'Assemblée nationale doit désigner des membres, les magistrats doivent élire ceux qui doivent les représenter au sein de cette commission, etc., etc. La société civile? On a fait beaucoup de débats dans ce pays. On était au début des années 90, au milieu des années 90. Et ces débats ont finalement abouti à la désignation et l'histoire de quand l'installation de la Sénat. On a aussi surfé là-dessus. Ça a tiré dans tous les sens. Bref, vous allez constater qu'au fil du temps, chaque fois qu'il doit y avoir élection, c'est des remous à gauche, c'est des remous à droite. Tout ça là nous a amené à organiser plein de séminaires de réflexion sur ce que je pourrais appeler le bilan d'existence de la Sénat, à travers ces différentes personnalités qui l'ont géré, les unes aussi brillantes que les autres, mais avec leur esprit de turpitude variable et varié. Quelle métaphore! Les Charles Direpo, les Pascal Todinou, mon jeune frère Eugène Kakotiti qui a pris par là. Et puis on a réfléchi et chaque fois, il faut remettre tout en cause et reprendre d'autres personnalités. L'idée est partie d'asseoir une structure permanente. Vous avez vu? Et puis on a amélioré, jusqu'à se retrouver aujourd'hui. C'est pour ne pas être trop long que je fais juste un stop pour revenir à l'ère où, au forceps, le président Talon, puisque c'est lui qui est à la base de toutes ces réformes, a décidé, parce que c'est la réalité, parce que personnellement, ceux qui nous suivent n'ont qu'à jeter un coup d'œil en arrière. Comment nos élections étaient financées? Vous vous rappelez? Je ne veux pas rappeler les sorties de Pascal Todinou. Quel va être le budget de la Sénat? Et à peine on a fini de lire le président de la République, on prépare déjà les élections législatives, à peine on a fini les élections municipales, et puis le pays est en élection. Tout le temps. Tout le monde dénonçait, mais personne ne trouvait la solution. Et lorsque Talon est venu avec ses idées, on a encore combattu la chose. Heureusement, il y a des têtus qui sont historiquement louables. Il a été têtu. Et aujourd'hui, lorsqu'il disait « Je voudrais que les Béninois se mettent ensemble pour travailler » parce qu'ils ne le font pas, il est en train de réussir.
on a uniformisé les élections. Donc, dans 7 ans, ou du moins en 7 ans, il n'y aura plus d'élections. Mais ça ne veut pas dire que la Sénat doit disparaître. Parce que dans son analyse, il s'inquiétait de ce que pouvait devenir, ou du moins de la nécessité d'avoir un résidu, une équipe résiduelle. Restreinte. Parce que des pays situés à l'autre bout du monde peuvent se lever un jour, mais je veux aller à l'école béninoise. La Sénat, là, vous fonctionnez comment? Vous avez fait comment? Et ici, ils arrivent, on dit, ah, et on a fêté l'autre. Ah, Fidèle a fêté et on se met à courir. Non! On met en veilleuse la vie tumultueuse de la Sénat. On a une équipe. Mais j'ai parlé de match. On est en intersaison là. Et en intersaison, on ne renvoie pas toutes les équipes. Parce que quand on parle d'équipe, il y a les entraîneurs, les nutritionnistes, les kinésithérapeutes, les médecins de sport, comment dirais-je, les médias qui s'occupent des équipes. Et les athlètes, il leur est interdit pendant la trêve de se reposer. Parce que nos muscles sont plus intelligents que nous. Vous vous mettez au repos, il dit merci. Et il va se reposer, aller se repositionner à un niveau où, quand tu vas reprendre les entraînements, tu seras très en retard. Et si tu ne sais pas faire, ce sont les blessures qui vont se multiplier. Et donc, je reviens à notre débat pour dire, pour moi, d'abord, la décision de mise en veille de la Sénat est la meilleure décision qu'il fallait prendre, qu'il fallait annoncer depuis. Pour faire comprendre aux gens, on tend vers une période où on permettra aux gens de la Sénat de se reposer. Mais j'ai dit, avant que la Sénat ne naisse, il y avait une structure qui travaillait. Et donc, intelligemment, désormais, faisons les choses de manière à ce que la commission ou ce qui va être mis en place pour gérer prochainement la Sénat, qu'on identifie déjà, surtout au niveau des fonctionnaires, des gens qui vont garder la main. Qui vont garder la main et qu'on va retrouver dans les structures, dans les arcanes du ministère de l'Intérieur de A à Z. Puisque quand on parle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a la police, il y a, comment dirais-je, l'administration territoriale. On a tous les cadres qu'il faut pour avoir de la matière. Je reviens dans un instant avec une question précise par rapport au ministère de l'Intérieur. Julien Kitty, par rapport avec tous ceux qui ne sont pas pour cette suspension, si on a emprunté l'expression de Fernando Ressou, suspension provisoire de la Sénat, ils craignent que dans les réformes qui seront opérées à l'avenir par les parlementaires, que l'organisation des élections soit confiée au ministère de l'Intérieur. Bon, en fait, c'est la position de ces personnes-là. Quand même, ils sont d'accord que oui. Même si on donnait, c'est-à-dire même si on désigne les membres de la Sénat actuellement, ils feront 5 ans sans aucune élection organisée. Très bien. Alors, s'ils mettent dans l'analyse, le panier de l'analyse, que si on installe les membres de la Sénat tels que la machine, la lourde machine est là, c'est qu'ils vont faire 5 ans sans rien faire, mais qu'ils vont être payés. Parce qu'en droit, si vous me recrutez, vous me déposez quelque part, vous me donnez un titre, je viens m'asseoir au bureau là, je ne fais pas autre chose. Vous me payez pour ça. Que ça va être lourd. Au même moment, ils disent, nous craignons que avec cette trêve-là, on finisse par confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, de tout ce que ceux qui tiennent cette thèse disent là, vous n'avez rien entendu qui aille dans le sens du fruit de leur réflexion à eux. Moi, je n'aime pas les gens qui contestent pour contester. Et c'est mon père qui m'a dit avant de mourir que, fiston, il ne faut jamais refuser de réfléchir. Quel que soit le problème que vous avez en face, saucissonnez-le, réfléchissez. Vous pouvez ne pas avoir la meilleure réflexion, vous pouvez ne pas avoir les meilleures solutions. Mais vous interdit de réfléchir pour célébrer seulement les difficultés, ce n'est pas normal. Maintenant, ces personnes-là craignent quoi? Si l'État béninois, puisque ça s'est déjà fait une fois, et les élections qui s'organisaient sous
la bannière du ministère de l'Intérieur, quand on interroge l'histoire, n'avait pas été si mauvaise que ça. C'est simplement parce que le système démocratique, dans sa forme de dualisme des idées, de pluralisme des idées, et la démocratie qui nous est vendue comme si elle n'a de vie que dans les affrontements, dans les animosités. C'est pourquoi on a nommé ceux qui n'ont pas défendu le même projet de société à une élection présidentielle. Quand les élections terminent, on les appelle opposants. Vous ne voyez pas qu'il y a eu un esprit un peu vicieux là. C'est-à-dire que même si celui qui est là, parce qu'il ne partage pas la même vision de la gouvernance que vous, mais vous vous mettez opposant. Et vous dites même que, de par leur comportement, vous devez vous opposer nécessairement à ce qu'il fait. Ça ne développe pas. Maintenant, si au Bénin, on arrive à un niveau de maturité, et où le dispositif de contrôle est tel que les lignes de la fraude sont repoussées, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a des peuples qui sont arrivés au vote numérique, non. Hein, le vote digital. Vous pouvez même, il faut qu'on arrive à un moment donné, vous vous levez, vous venez au boulot, vous allez dans votre bureau, vous êtes là, vous avez voté. Alors, ceux qu'on mettait dans les bureaux de vote pour surveiller, pour voir si quelqu'un n'est pas venu vous dire ce qu'il faut voter là. Mais c'est des comportements qui étaient caractéristiques de notre sous-développement. Mais si on met en place un dispositif qui est tel que, même si et de notre niveau d'instruction et d'engagement civique. Si dans ton bureau, dans ta chambre, toi tu sais que la fraude ne peut pas passer par toi et que le premier qui devant le tribunal de sa conscience devrait bien se comporter comme un digne citoyen, c'est toi-même. Donc tu ne vas pas tenter la fraude. Maintenant, si le dispositif est tel que si tu tentes la fraude, ça va te signaler. Et t'interdit même, et qu'on peut même de façon digitale détecter qui tu es, ce que tu voulais faire et te condamner pour ça. Tu ne le ferais plus. Bon, peut-être que la réflexion de maintenant à 6 ans, parce que un an avant les élections prochaines, donc dans 7 ans-là, un an avant, les activités des partis politiques, activités au relent de compétition électorale seront à nouveau autorisées à un an des élections. Il faut qu'avant ça, nous profitions du temps de sérénité là pour mener des réflexions. Et je reviens sur la petite unité que je pense qu'il faut laisser en place. D'accord? Cette unité, par exemple, va profiter de l'occasion pour organiser des rencontres d'évaluation de ce qui est fait. Documenter les expériences acquises pour que, comme il le dit, s'il y a des gens qui veulent quitter d'autres pays pour venir s'inspirer du cas du Bénin, on puisse avoir du répondant. Ensuite, que ces unités, ces équipes-là, à qui on associe des experts dans différents domaines, périodiquement organisent des rencontres, qu'on mette des études pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. J'ai eu l'impression que les députés béninois, ils ont été partagés entre la suppression de la Sénat pour peut-être envisager une structure d'État. Ça peut ne pas être ministère de l'Intérieur directement, ça peut être sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, mais ça peut être peut-être une agence qui est là, mais qui utilise les fonctionnaires d'État. Et quand les élections vont arriver, on va voir les types de personnel qui manquent et on leur ajoute ça. Maintenant, si au niveau des fonctionnaires et de ces personnels-là, on est tellement développé, on a tellement digitalisé les choses et qu'on est devenu tellement civiquement correct qu'on se fait confiance. Parce que ne pas se faire confiance, c'est, excusez-moi, c'est ne pas être bien outillé, bien formé en tant que citoyen pour agir. Sinon, tout ce qu'on met dans le civisme, il peut vous le développer toute une journée. Tout ce qu'on met dans le civisme, là, c'est tout ce qu'il y a de bien à faire, qui soit bien pour vous. Et surtout, pour votre société. Pour votre société, qui soit d'intérêt public. Et que vous êtes outillé et volontaire pour faire qu'on soit en train de vous surveiller ou pas. D'accord? Donc, si on en arrive à ce degré, et depuis, j'attends, hein, je dirais encore, j'enverrai encore un message au ministre des Sports et de l'engagement civique.
J'ai fait un tour dans son Koufo natal là, tout récemment et je suis tombé sur le bâtiment du ministère de la direction départementale. C'est toujours direction départementale des sports. On me dira, oui, quel que soit ce que ça coûte, les enseignes à mettre là, il faut mettre ça et ajouter et de l'engagement civique. Le fait que le citoyen soit en train de voir ça, il va s'interroger. J'ai vu devant la direction départementale là, des paillotes où il y avait beaucoup de gens qui jouaient des jeux. D'accord, il semble qu'ils jouent les cartes ou d'autres jeux là. Très bien, c'est bon. Mais ça là, par exemple, c'est des creusets qu'on peut utiliser pour créer, susciter une dynamique d'éducation. Les acteurs politiques eux-mêmes là, pendant 6 ans, ont une trêve politique. Pourquoi on doit laisser la Sénat? Donc ceux qui ont peur qu'on retourne ça au ministère de l'Intérieur, leur option, leur peur, ne pêche pas le fait d'être simplement une peur. Parce que c'est comme si le ministère de l'Intérieur est l'incarnation de la fraude, de l'inefficacité et de la manipulation. Non, on n'est plus à cette époque. S'il faut retourner, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections en France que la France, aujourd'hui, n'est pas France? Ou vous pensez qu'on peut manipuler les votes pour que Attal ou bien que Le Pen ou que Mélenchon soit président? Non, c'est pas si quelqu'un parmi eux imagine ça là, à l'instant où il imagine ça, lui-même il va s'interdire ça encore dans sa tête. Parce que même le militant de son parti là, si on le met devant la machine qui contrôle, il n'oserait pas le faire parce que s'il le fait, on va le prendre, il sait que c'est lui qui fera la prison. Merci à vous, Julien Kitty, on vous a compris. Lorsqu'on regarde un peu du développement à l'instant de Julien Kitty et lorsqu'on se remémore de l'expérience de la Sénat qui a quand même fait tache d'huile, est-ce qu'il peut y avoir encore des arguments qui pourraient conduire à sa disparition totale? Écoutez, disparition totale ou provisoire, le travail, le chemin parcouru par la Sénat dans notre pays est suffisamment convaincant pour qu'on dise ou qu'on se dise en tant que Béninois que quelle que soit la nature que prendra la structure qui viendra, nous Béninois, nous avons fait du chemin, nous sommes en avance. C'est très important. C'est d'une importance névralgique que nous commencions à nous faire confiance. Parce que ne pas se faire confiance, c'est acheter le ticket pour un sous-développement sûr et certain de notre pays. Ne pas se faire confiance, c'est ne pas accepter de travailler ensemble. Dans les entreprises, dans les familles, dans nos lieux ou sites religieux. Oui. C'est dangereux tout simplement. C'est pour ça que la question, d'où est venue même l'idée qu'on veut préparer le retour des élections au ministère de l'Intérieur. C'est parti d'où? Moi, je ne sais pas. Il n'y a que Léon qui puisse me l'expliquer, puisque ce sont ses amis qui agitent ça. Non, mais tout compte fait, ils ont le droit d'agiter leurs idées. Il faut le leur concéder. Maintenant, il faut leur expliquer que le fait de vivre cette hantise-là, sans s'impliquer soi-même dans la réflexion, là, on reproche quoi? Moi, par exemple, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, oui, il faut suspension. Hein, je pense qu'ils ont eu tellement suppression dans la tête qu'ils ont inventé suppression provisoire. Parce que supprimer, c'est qu'on balaye, ça n'existe plus. Maintenant, quand ça devient provisoire, je ne sais pas ce que... Bon, je respecte les députés béninois. Mais au moins, moi, j'ai dit suspension, d'accord. Mais ma contribution au débat, c'est que, il faut mettre un minimum, il faut laisser un minimum de structure là, pour que les acquis, les données soient pérennisés et qu'on réfléchisse et qu'on fasse les réformes, qu'on profite des 6 ans là pour faire. Absolument. Mais ces personnes qui disent, on craint qu'on aille au retour au ministère de l'Intérieur là, ils proposent quoi? Alors, s'ils proposent que la Sénat, si on suppose qu'ils proposent que la Sénat soit maintenue, ça veut dire que eux, qu'on gaspille les deniers publics pour payer des gens qui ne travaillent pas, ça ne leur dit rien. Ça n'a même pas de sens. Ça là, c'est clair. Et je le dis, c'est tout à fait normal qu'une structure qui n'a plus un motif d'exister de façon active soit redéployée autrement.
On n'est pas d'accord pour ça. 6 années sans élection. Et on va garder une commission électorale. Avec un mandat de 5 ans, quand même. Sans élection organisée. Donc, non, il n'y a pas de Sénat à mettre en œuvre enfin, pour 6 ans, parce que la loi est claire. La loi est tellement limpide que c'est 1 an avant les élections qu'on va remettre tout le monde dans la turbulence et la fièvre électorale. À partir de cet instant, soyons quand même sérieux. Merci à vous, Fernando Jessou. Merci, Julien Kéti. Ça me permet d'embrayer rapidement sur un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine. Les sénateurs sont convoqués par le doyen d'âge pour le 30 juillet prochain. Opinion, Julien Kéti. Quand bien même certains s'interrogent de savoir sur quelle base, sur la base de quel texte le doyen d'âge convoque ses collègues sénateurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je préfère répondre à la première partie de ta question. La seconde partie n'est que pure provocation. Parce qu'on peut comprendre ça le plus simplement possible. Maintenant, bon, pour vous faire plaisir, il y a ceux de qui vous tenez cette taquinerie-là. Je vais commencer par la dernière partie. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Et juridiquement, et même du point de vue de l'analyse politique, ça s'explique. L'institution n'existait pas. D'accord? Donc, il n'était pas prévu qu'il y ait une structure chargée de convoquer ces personnes. 2. Dans la tradition institutionnelle et juridique au niveau des institutions d'État, lorsque même le Parlement on veut installer, on fait un bureau d'âge. D'accord? C'est le doyen d'âge qui convoque. Et le doyen d'âge, on n'a jamais procédé, on ne l'a jamais élu président de l'Assemblée nationale. Mais on dit, du fait qu'il est le plus ancien, ça veut dire, c'est tellement heureux que... Le plus âgé. Le plus âgé. C'est une preuve que nous convoquons dans nos pratiques institutionnelles également des valeurs traditionnelles africaines que nous avons. Ça, on tient ça du fait que le plus âgé est censé s'imposer une certaine sagesse. D'accord? Et nous le respectons pour installer les départements de la maison où nous allons nous installer. En plus du doyen d'âge, dans le cas du Sénat qui va s'installer le 30 juillet, il n'est pas n'importe quel doyen d'âge. Il est doyen d'âge de tous les membres de droit ou cooptés du Sénat, mais son caractère, son statut d'ancien président, d'ancien premier ministre, et pas n'importe lequel, celui qui a incarné la thérapie, le miracle béninois, pour donc remettre sur les rails un pays qui était en banqueroute, je pense que Nicéphore Soglo, pour ses contributions au débat public et politique au Bénin, il mérite qu'on lui confie ce rôle. Surtout que l'idée derrière l'installation, la création du Sénat, le président Patrice Talon l'a martelé tout le temps, c'est comme un conseil de sages. Donc il faut bien le sage le plus âgé qui dise « venez ». Et pour la précaution, pour vous dire, on n'a pas tenu compte simplement du doyen d'âge, on a respecté les institutions de la République. La question de où est-ce qu'on dépose la cérémonie s'est posée. Et on sait qu'on a encore bien réfléchi à ce niveau pour dire, allons le déposer dans l'hémicycle, qui est donc l'une des chambres de notre Assemblée. Donc à partir de ce moment, le problème ne se pose pas. Mais par contre, du point de vue juridique, il y a une subtilité que moi j'attends d'observer le 30 juillet. Laquelle? C'est d'abord les dispositions physiques. Où est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, va s'installer par rapport à Soglo? Je soupçonne qu'il va s'asseoir comme député invité à la séance. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est qu'il s'asseye selon là où il va s'asseoir par rapport à Nicéphore Soglo. Je déduirais que c'est le Parlement qui installe le Sénat, alors que les deux sont deux chambres d'une grosse institution parlementaire.
Mais ce qui va se passer, selon moi, une fois qu'on dépose ça dans le lieu symbolique de l'Assemblée nationale, l'hémicycle, après, on dira, le protocole va simplement appeler Nicéphore Soglo à prendre sa place. Et tacitement, il peut, en copiant l'expérience de l'Assemblée nationale qui s'installe, désigner comme c'est doyen d'âge, ça va faire bureau d'âge, on va désigner les plus jeunes, 2 plus jeunes autour de lui. Et ils vont faire... Et là, cette fois-ci, ce n'est même pas pour élire. Ce n'est même pas pour élire le bureau, c'est pour installer l'institution. Et là encore, j'ai envie de finir en disant aux Béninois, qu'est-ce que nous voulons réellement? On n'a pas vite installé le Sénat. On a dit, ah non, non, le président de la République va prêter serment sans Sénat. Et des gens, que les juristes de haut niveau, j'en suis de moyen niveau, mais que les juristes de haut niveau béninois, là, s'intéressent à des sujets qui touchent à la vie des gens et qui sont liés aux droits de l'homme. Mais vous voyez tous les débats que vous avez été obligés d'organiser ici et sur d'autres médias, juste pour dire, est-ce que le président élu là, s'il prête serment sans que le Sénat n'est pas encore installé, est-ce que ce n'est pas président Kpayor? Est-ce que s'il n'est pas... Et on bavarde autour de ça. Fernando Ressou, sur la même question. On va y aller rapidement. La même question. Je voulais commencer par là où il a chuté. Allez-y, allez-y. Parce que j'étais ébahi par le débat qu'on a allumé quelques jours avant la prestation de serment de notre nouveau président de la République, où on veut dire que si le Sénat n'est pas installé, qu'on ne peut pas aller à la prestation de serment. J'ai regardé. Et puis quand les gens parlent, je les regardais, je veux voir derrière leur tête là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Je ne vois rien. Amusons la galerie, c'est tout. Et moi, ça me déçoit. Je vous dis, hein, ça me déçoit réellement. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles les missions assignées au Sénat, ça me plaît. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Allez-y. Le Sénat va faire de la régulation. De la régulation. Mais vous voulez dire que les juristes qui vont faire de ces débats-là sont interpellés par s'il vous plaît, il y a des débats qui ne nous font pas avancer. Comme? Et nous avons de jeunes étudiants dans nos universités qui font des études. Dans la pratique, ce que nos politiciens font, c'est comme s'ils suivaient des exercices pratiques. Mais tout ce qui se dit, c'est curieux, même des enseignants de rang magistral qui se pointent bien cravatés sur les écrans de nos télévisions pour, en face des réalités, passer à côté de ce qu'ils enseignent. Passer à côté de ce qu'ils enseignent. Dans ce pays, les gens ont démontré que s'il n'y a pas de grève, aucun syndicat ne vaut rien. Et ils vont te dire que quand ils vont faire 3 mois de grève dans une année scolaire qui en compte 6, non, que ce n'est pas grave, ça n'aura aucune incidence sur la formation des enfants. Et que c'est tout à fait normal parce que dans leur tête, un syndicaliste, c'est celui qui organise la contestation contre son employeur. Les Japonais, les Chinois, regardez là où ils sont aujourd'hui. Regardez là où ils sont aujourd'hui. Et dans ce pays, certains politiciens nous ont fait croire que invectiver des gens d'une certaine catégorie. Regardez en quel terme il a parlé de Nicéphore Dieudonné Soglo. Moi, je suis allé à Washington en 2022. En 2002, s'il vous plaît. Il y a 24 ans. Mon journal avait gagné le prix africain du journalisme d'éducation.
Et on nous a donné un prix visite d'études à Paris, Londres, Washington. Et on est passé dans les grands médias. On est allé au FMI. On est rentré dans un bureau et le guide dit, est-ce qu'il y a des Béninois parmi vous? Parce qu'il y avait des Béninois, des Burundais, des Nigérians. On était 6. Nous avons dit oui. Il dit, nous sommes ici dans le bureau occupé par l'un de nos meilleurs administrateurs de la Banque mondiale et du FMI, Nicéphore Dieudonné Soglo du Bénin. Au même moment, je réfléchis, je dis, de quel Soglo parle-t-il? Dans la presse béninoise, à cause de la politique, on a traité de Soglo de comment? Oh, ils ont utilisé une expression qu'il vient nous vendre aux banques mondiales, FMI, qu'il est fonctionnaire international alors qu'il n'a été qu'un commis. Alors qu'il n'a été qu'un commis. Mais paraît-il qu'on n'est jamais prophète chez soi. Écoutez, voilà. Écoutez, il faut qu'on corrige ça. Il faut qu'on corrige ça. Ou on dit que être bon politicien, c'est bien mentir. C'est pour ça que les gens n'ont pas encore compris l'importance de la création, de l'engagement civique, qu'on a arrimé au ministère des Sports, réputé pour être le ministère de la jeunesse. Et mieux, de toute la population, puisque aujourd'hui, quand vous tombez malade là, vous allez dans certains hôpitaux ailleurs, les gens ne commencent pas par vous écrire des ordonnances pour vous envoyer en pharmacie. Ils vous envoient faire des APS, des activités physiques sportives, pour corriger votre taux de glycémie, pour corriger votre tension artérielle. Ce sont des maladies non transmissibles, mais qui trouvent leur solution dans la pratique des APS. Et accepter de le faire, c'est de l'engagement civique. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous donnez le meilleur de vous-même au boulot. Vous me suivez? Oui. Donc, au nom de quoi on va me dire que tant qu'il n'y a pas installation du Sénat, on ne doit pas faire prestation de serment. Ça a été fait aujourd'hui. Ensuite, ça a été fait. Maintenant, on dit, dès que tout a été mis en place, le doyen d'âge convoque. On dit, mais comment? Comment il va convoquer? Sur la base de quoi il convoque? Mais tu n'es même pas parmi ceux qu'on a désignés. Et tu parles, c'est ça que tu veux nous imposer comme débat. C'est des choses, si j'étais seul, il n'y avait que des gens comme Fernando Kessou. Quand ces gens-là parlent, on écoute et puis on zappe. On zappe une fois pour de bon. Parce que justement, c'est au Parlement qu'on doit déposer. Le Sénat, c'est quoi? C'est la deuxième chambre du Parlement. Ouais. Notre Parlement, jusque-là, a toujours eu une seule chambre. A toujours fonctionné sur la base d'une seule chambre. Maintenant, tout est au complet. Tout est au complet. Et c'est pour ça que je dis bravo. Mais bravo. Mais à la nuance que le Sénat Béninois du Bénin devient la haute chambre. Parce que dans la hiérarchie, la stratification, la hiérarchisation des institutions de la République, tout ce que j'ai vu, c'est que le Sénat béninois sera la première chambre. Bon, la deuxième née, mais dans la hiérarchie... Mais bien entendu, elle est au-dessus bien entendu, voilà. Il est né avec les dents. Voilà, bon. Et c'est la haute chambre. Parce qu'il peut retoquer. Justement, vous voulez... Voilà, votre commentaire très rapidement sur les prérogatives de ce Sénat-là. Avant qu'on y revienne, peut-être dans une émission prochaine, après l'installation. Pourquoi vous me posez cette question? Vous n'avez pas vu que, enfin, quand ça cognait, quand les grèves allaient vers la rupture, qu'est-ce qui se passait dans ce pays? On faisait appel aux sages. Quels sages? Les anciens présidents de la République. Et tant qu'ils vont rester dans cette posture, c'est tout bénéfice pour la nation. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans une posture de
partisans politiques, vous voyez ce que ça donne. Regardez un peu quand Nicéphore Soglo arbore la toge du Renaissance. C'est plus le même Nicéphore Dieudonné Soglo. Lorsque le président Yahi Boni a porté le rouge dans ce pays, nous avons vu ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, on demande au président Soglo, on demande au président Yahi Boni, on demande au président Talon, vous vous mettez au service de la nation. De la nation de façon absolument impartiale. Dans ces conditions, comme les anciens Grecs l'ont mis en œuvre dans l'Antiquité, c'est ce travail qui leur est demandé. Conseil de sages. Merci à vous, Fernando Jessou. Et les sages là, Oui. c'est des gens qui, même assis, voient plus loin que 1000 léandres debout, les uns sur les épaules des autres. Ce n'est même pas qu'on a tous les pieds à terre. Non. Les uns sur les autres. D'accord. Voilà. Merci pour cette bonne conclusion. Julien Kitty, on va progresser très rapidement. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir dessus sur les prérogatives du Sénat et les implications politiques de ces prérogatives-là, parce que si on commence, on n'aura pas le temps de pouvoir aborder les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Mais il faut quand même qu'on dise succinctement. Vous voyez, parce que là, écoutez, On parle de déchéance. lorsque le Parlement actuel, qui aura son frère jumeau, qui va se placer au-dessus de lui, va savoir si nous prenons par rapport à certaines questions névralgiques de la nation, si nous votons des lois en ne nous prenant pas au sérieux quelque part là, on va nous rappeler à l'ordre. Je parle comme ça. Et vous Moi, prenez l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Vous voyez, voilà deux jeunes qui ont mené une révolution, une bataille. Ils ont pris le pouvoir. Mais légitimement, les ambitions personnelles, les batailles politiciennes, je veux dire, sont face à la nécessité maintenant de se départir de ce manteau pour gérer la nation. Le conflit de ces intérêts-là, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, dans la peau de président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quel que soit le discours que Sonko, que j'apprécie très bien, va faire, il y a du ressenti personnel qui rentre dans des actions, des gestes d'État, d'homme d'État qu'il pose. Quand vous prenez le président Bassirou Diomaye Faye, tout président qu'il est, alors que les Sénégalais l'attendent sur donc, ce qu'ils ont promis, sur des actes qui doivent profiter à tout le monde. Mais ce qui le préoccupe depuis quelques semaines, c'est comment contrecarrer les velléités de Sonko, c'est comment créer son parti à lui pour le diriger. Et les deux ont déjà zoomé 2029. Du coup, les Sénégalais, avec leurs intérêts, se trouvent pris en otage. Alors, il manque en ce moment la personnalité au-dessus de tous, d'accord, physique ou morale, qui viendrait leur dire, Écoutez, venez. Et tous sont obligés de venir. voilà. Faites comme ça, et tous sont obligés de faire avec l'assurance que ce sage-là, quand il va dire, il ne va pas faire ce qu'on appelle chez nous Boindi, il va dire la vérité dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans nos traditions, ces genres de choses existaient. C'est vrai, les questions de Sénat avec 2 chambres, on a entendu que c'est de l'Occident que c'est venu. Mais interrogez l'histoire. Il y a beaucoup de choses que les Occidentaux ont copiées de l'organisation sociétale africaine et que nous-mêmes, on n'a pas pu transmettre de génération en génération. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est d'ailleurs que ça vient. Mais moi, j'ai grandi dans un village où, même quand jeune, on installe, on fait des répétitions, on dit on va sortir un groupe folklorique et on veut installer le spectacle sur la place publique. La première table qu'on installe avant d'installer la table des joueurs du tam-tam
et de percussion qui constitue une zone d'autorité dans le cercle, on installe une table derrière eux là. Une grande table, c'est la table des sages. On prend les sages du village, hommes comme femmes, on les installe et on met les meilleures boissons, les whisky, les trucs, et devant eux. Et ils viennent s'asseoir. Leur rôle, c'est de s'asseoir là. Pour que quelqu'un qui vient voir le spectacle de ces jeunes sache ce que les jeunes... Comme pression. Et par moment, vous voyez ces sages-là se lever à des petits moments de suspension là, pour dire des slogans de bénédiction et ils regardent si par exemple il y a des faux jeux qui se font dans le spectacle là. Il y a des messages qu'ils envoient. En même temps. Et ça, si vous abordez des thématiques qui sont attentatoires à l'unité de la cité, et vous arrêtez tout de suite. Parce qu'il y a celui qui est au milieu, qui chante par exemple, il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres quartiers pour venir suivre le spectacle. Si ce que tu es en train de dire, les autres vont se sentir visés, ou que tu es en train de chanter, tu es d'une famille donnée, d'une collectivité donnée, mais tu es là pour tout le village. Mais tu commences par chanter contre une collectivité, par exemple, où tu dis de sorte à ce que ça amène des problèmes, ils vont te le révéler. Donc voilà ce qui va se faire aujourd'hui. Et je finis en disant que il y a beaucoup d'années que notre pays était déjà dans une crise de personnalité morale. Avant, lorsque les Isidore de Souza étaient en vie, il y avait des crises graves entre les syndicalistes et le gouvernement ou d'autres, et ils intervenaient. Oui. Lorsque Bernardin Ganty était en vie, il est arrivé, je me rappelle plus l'année, une crise où, sous Kérékou, c'était tendu, le pays était bloqué. Kérékou, déjà, sa sagesse, je permettais de jubiler un peu, mais Ganty est allé en audience chez Kérékou. Après, on a vu, il a appelé les syndicalistes, ils sont allés chez Kérékou. On ne nous a plus rien dit. Et tout est réglé. Alors, quand ces personnes-là sont décédées, les anciens présidents, quand Kérékou a quitté le pouvoir, on l'a utilisé pour ça pendant un temps. Mais fatigué, et après, décédé après. Tu as vu, Soglo qui était là, parce qu'on avait la République n'avait pas réfléchi à installer Soglo dans un fauteuil formel, dans une institution ou une structure formelle pour jouer ce rôle. Étant quelqu'un de passionné par la chose publique et qui ne veut pas rester oisif, alors quand il prenait seulement en période électorale une position parce qu'il disait tel, oui, il incarne ce que je veux, on le classait dans un camp. Et lui-même d'ailleurs dans la passion politicienne, on le méconnaissait par rapport à certaines choses. L'expérience tout récente de Nicéphore Soglo et de Yahi Boni, je pense qu'elle est même malheureuse. Yahi, qu'on le veuille ou pas, il peut n'avoir pas eu la meilleure gouvernance. Mais pour avoir été président de la République du Bénin pendant 10 ans, président de l'Union, en exercice de l'Union africaine. Et pour ce poids-là qu'il a été là, mais pour moi, c'est quelqu'un, on doit le respecter aussi. Mais quand il est devenu président un parti politique, c'est le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Oubedi, qui a eu la meilleure formule dès le départ pour dire, là, le président Yahi Boni est descendu dans le milieu partisan, chef de parti. La première des choses, c'est que ses collègues chefs de parti vont le traiter comme tel. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Yahi Boni lui-même, sous les coups des tirs qu'il recevait, quand ça l'arrangeait, il disait non, en tant qu'ancien chef d'État, pourquoi on va le traiter comme ça? Tantôt, il va voir le président Talon en tant que président démocrate pour défendre les intérêts du parti Les Démocrates. Il n'a pas gain de cause, il sort, il dit qu'en tant qu'ancien président, il est allé là-bas, que Talon ne l'a pas écouté. Vous comprenez? Donc, il était devenu en conflit contre lui. Et aujourd'hui, la loi dit, tous ceux qui sont au Sénat, là, ils doivent s'éloigner de tout ce qui est activité partisane. Les états politiques, là, moi, j'irai chercher et je vais mettre ça au musée. Mais est-ce que vous pensez que... Laissez-moi, cet aspect-là est important, mon gars. Aujourd'hui, là, ce Sénat-là, c'est une minute d'or. L'intelligence de Yahi Boni, l'intelligence de Patrice Talon, l'intelligence de Nicéphore Soglo, et maintenant, le renard de Diakotomé.
Bruno Amoussou. Vous avez l'avez pratiqué une fois, ce monsieur Adrien Rumbedi. Adrien Rumbedi. Ouais. Il dit Kolaolé. Ouais. Théodore Avec Hulot. sa philosophie du plateau. Mais attendez, ce Sénat-là, oh, notre pays a la paix. Je vous dis, notre pays a la paix. Qui vous voyez pour le diriger? Et moi, je suis sceptique. Je suis sceptique. J'ai l'embarras du choix. Et curieusement, L'embarras du choix entre qui et qui? entre Soglo et Talon. Franchement, je vais droit au but comme ça. Entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo, c'est l'embarras du choix que j'ai là. Donc c'est sûr qu'ils vont s'entendre. Entre Patrice Talon Et Nicéphore Soglo. Est-ce que vous pensez qu'entre les deux, l'ancien président Boni Yayi n'aura pas de suspicions? Écoutez, moi je demande même à Boni Yayi d'être l'arbitre. Je me rappelle hein, quand moi j'ai joué pour l'équipe de l'UNB, le championnat national de handball en novembre 82. Paix à son âme, notre entraîneur, M. Antoine Antikpa. Premier match, il y avait 3 gardiens de but. Et à l'époque, on ne retenait que 2 gardiens dans le classement. Il a dit, les 3 gardiens, sortez. Allez vous entendre. Désignez 2. Et venez nous communiquer les noms. C'est bien compliqué. Ils ont désigné 2. Il a demandé aux 2 autres de sortir par là-bas et de s'entendre sur celui qui va démarrer. Ils avaient tous le même niveau. Je vous l'assure. Ça veut dire que on leur a interdit d'agir en tant que protagoniste. Exactement. Mais on les a amenés à mettre devant l'intérêt de l'équipe. Mais ce que je vous dis là, cela n'a pas duré. Hein. Le temps de sortir, ils sont revenus avec les 2. Le temps de partir ici, ils sont revenus. C'est vous dire que lorsque il n'y a pas d'intérêt en jeu, vous allez voir. Vous allez voir. Tout va se passer comme sur des chapeaux de roue. Comme sur des chapeaux de roue. Oui. On va y revenir, comme je disais tout à l'heure, lors d'une autre émission de Info Hebdo, notamment peut-être celle qui va succéder au 30 juillet après l'installation, peut-être une semaine avant l'installation, peut-être on aura quelques prémices. Juste après l'installation, ça va être très intéressant. On aura écouté également les différents discours pour voir la suite, ce que ça doit être. Exactement. Un petit commentaire très rapidement sur le procès d'Anivor, les auditeurs de ce jour, de cette semaine, autant pour moi. Est-ce qu'elles vous ont apporté un plus dans la quête de la vérité? Oui, je pense que lorsqu'on en parlait il y a quelques semaines, il y avait un point sur lequel on avait tous plaidé vraiment. On avait souhaité qu'enfin ce dossier soit vidé et que le procès aille à terme et que la famille fasse son deuil. Première chose, première question qui a été tranchée. La justice, que ce soit au niveau de la partie civile, que ce soit au niveau des débats, au niveau même du juge, les débats ont concouru et même des défenses a établi que, parce que la justice béninoise a dit, nous avons les éléments qui nous permettent aujourd'hui de dire à un pourcentage très élevé d'être sûr que M. Danivor a été assassiné. Parce que la réquisition de 30 ans de réclusion contre Alofa, par exemple, les faits... 150 millions. Oui, les faits qui lui étaient reprochés ont été requalifiés. Avant, il était jugé pour assassinat de Hubert Pierre Danivor. Là, maintenant, il est comme complice d'assassinat. Parce qu'il a établi quand même qu'il a joué un rôle déterminant dans l'assassinat. Le fait de dire ça signifie que l'assassinat de Danivor a été quand même consacré. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y a un jeune homme qui était en prison depuis plus de 15 ans, que moi j'avais connu à Koulakodi, je connaissais toute sa famille, et que je n'étais pas là pour le défendre, mais en matière de droit, lorsque vous êtes, si le code pénal dit que dès que vous êtes interpellé pour une infraction supposée, mais dans les heures qui suivent, on doit vous notifier les chefs d'accusation. C'est de la même manière que la justice devrait travailler de sorte à ce que si vous êtes en détention préventive, qu'un procès vous soit organisé le plus tôt possible pour que vous soyez situé, pour savoir à quelle sauce vous êtes mangé. Aujourd'hui, Donatien Amoussou, qui était donc parmi les mis en cause... C'est lui l'ami de Koulakodi? Oui, il a été
on ne lui colle plus le chef d'accusation de complicité d'assassinat, parce que la justice n'a pas eu les preuves pour pouvoir établir cela, la véracité de cela. Mais par contre, en checkant, en traçant ces interventions dans le dossier, il aurait, selon ce que la justice a eu, il aurait posé des actes d'escroquerie vis-à-vis des enquêteurs sur le dossier. Et le montant a été évalué. Et pour ça, il a été condamné, je crois, à 5 ans de prison pour quelqu'un qui a déjà fait de toute façon, 15 ans. Alors, au moins, sa famille, lui-même, sa famille savent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à notre fils? Vous savez, dans notre société, qu'on dit, c'est pourquoi quand Fernando Cressou déplorait l'autre fois, que par manque de civisme et d'éducation civique, que quelqu'un se lève pour dire, moi j'ai accepté endosser l'assassinat de quelqu'un. Comme si tu prends l'argent et après on fait, et après ça t'arrange le régime pas. Si tu dis non, on m'avait fait pression pour me donner de l'argent, tu penses que le regard de la société sur toi et sur le nom que tu portes, tu penses que l'effet là va s'effacer? Non. Mais aujourd'hui, si c'est qu'on te collait l'image et que toi-même tu ne l'avais pas dit, à Donatien, à Moussou, par exemple, on disait complicité d'assassinat. Aujourd'hui, Saf Parmi peut dire, dans son milieu, on a dit de notre fils qu'il n'a rien à voir dans l'assassinat. Le fait de ôter la vie à quelqu'un. Donc, ça, je pense qu'après cette réquisition-là, on va attendre le délibéré. Oui, la défense a demandé à ce qu'on reporte. Mais on va certainement. Là, qu'il y a réquisition, c'est qu'on va déjà vers les plaidoiries. Les avocats de la défense vont plaider. Et ça annonce la sortie du procès. On a comme l'impression qu'ils ne sont pas contents, les avocats de la défense. Oui, mais attends, un avocat, il n'est pas là pour être content ou joyeux pour les beaux yeux de quelqu'un. Hein. La justice peut vouloir aller à son rythme. L'avocat, lui, tant que les intérêts de son client ne sont pas satisfaits tels qu'il veut, il est prêt à faire toutes sortes de mines. Ça fait partie du jeu. Mais Fernando Cressou, c'est intéressant de savoir, parce que lorsqu'on a lu les réquisitions, qu'à la fin, il va trouver les 150 millions où? Écoutez, tout à l'heure, dans la présentation des titres, j'ai été très heureux. Vous avez dit, on va aborder le procès d'Anivor de façon très rapide. C'est ce que vous aviez dit. Et je crois que je voudrais m'en tenir à tout ce que Julien Kitty a dit. 150 millions. Demandez-lui 15 000, c'est-à-dire on met 1, 5, 3, 0. C'est pas 15 000 ça. Il n'a qu'à nous donner trouver 15 000 là où on est. Il va trouver ça où? Bon, bref, que le procès aille à son terme. Non, ce qui est intéressant, qui est pédagogique, dans les 150 millions qu'on lui inflige, comme dommage d'intérêt là, ça va l'amener au moins à se dire, donc moi j'ai pris ce qui n'atteint même pas 1/8 de 150 millions pour dire que j'ai tué quelqu'un, revenir dire que je n'ai pas tué. Finalement, pourquoi on m'impose de payer 150 millions? Il va comprendre que on ne prend pas l'argent pour faire des jeux du genre. Et puis la dernière chose, il a dit, quelqu'un qui a déjà fait 15 ans de prison, et maintenant on lui dit, tout ce qu'on te reproche là, dans cette affaire-là, ça vaut 5 ans. Imagine si on lui avait déjà fait son procès plus tôt. Depuis là. C'est-à-dire qu'il serait déjà sorti, celui-là aurait déjà refait sa réinsertion sociale. C'est pour ça qu'au même moment, moi j'ai pitié des magistrats dans ce pays. Oui, ils sont combien, s'il vous plaît? Ils sont combien? Submergés. Mais, si vous observez très bien, tel magistrat qui est décédé, allez voir, hypertension artérielle, AVC, etc., etc. Ils sont combien? L'État fait des efforts pour augmenter leur nombre. Mais ça ne suffit pas. Je pense que le problème aussi, c'est la nature de leur fonction. Il n'y a pas de magistrat privé. Vous voyez? Oui. Parce que quand vous êtes formé magistrat, en tout cas dans l'état de l'organisation de notre République, c'est pour travailler pour l'État. Alors que l'État doit être prudent dans
le recrutement du personnel, quand vous recrutez des gens pour sa fonction, il a une carrière. Tout à fait. Donc, vous avez à le... Mais je pense qu'il faut saluer l'État et souhaiter que le gouvernement actuel trouve davantage de ressources pour le recrutement de plus d'auditeurs. Merci à vous, Absolument. Julien Kitty. Merci à Fernando Khessou. Très rapidement, votre opinion sur l'affaire Kémy Séba qui est détenue en Afrique du Sud? Bon, moi aussi, de la même manière que je dis, il y a des débats dans lesquels je ne me fatigue, pour lesquels je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Pour moi, Kémy Séba mérite d'être là où il est. Il mérite d'être là où il est. Je le dis non pas parce que le malheur qui arrive à quelqu'un me fait plaisir, mais tout ce qu'il a eu à dire contre mon pays, en prétextant que c'est son pays aussi. Ah non, franchement. Franchement. Et donc, si le Bénin veut qu'il vienne nous parler, Oui. je dis le Bénin a raison qu'il veuille venir nous parler. Lui, il dit non. Bon, la justice n'a qu'à faire son travail. S'il décide de nous l'envoyer, il va venir nous parler. Donc, GLK. je pense qu'il faut, il faut être heureux de savoir que les actes, hein, non, les démarches, parce que les actes en droit, c'est les décisions notifiées, les démarches juridiques qui sont en train d'être menées, la procédure suit son cours normalement. C'est-à-dire que les audiences ont été faites régulièrement. Ensuite, la partie béninoise qui a manifesté officiellement l'envie donc de demander l'extradition, d'exprimer la demande d'extradition a été saisie. Les choses ont évolué et pour les informations que j'ai en ce moment, c'est que la partie béninoise a fait déjà les diligences qu'il faut et entre l'ambassade de l'Afrique du Sud ici et puis la police sud-africaine, la justice sud-africaine, il y a les échanges qui se font déjà. En principe, c'est que le dossier préparé par le Bénin devrait déjà être là-bas. Sur cette base, parce que tout ce qui se disait avant, exprimer l'intention, et le procureur spécial Lacriette l'a dit, exprimer l'intention de demander l'extradition ne signifie pas que vous avez déjà posé l'acte. Maintenant, l'acte est posé et la justice sud-africaine va étudier. Les échos qu'on a de Kémy Séba et de son équipe de CESBIR, c'est beaucoup plus la guerre d'opinion. Ouais. Parce que ça ne tient pas à la justice. Parce qu'on n'a pas encore étudié. Il y a quand même une interrogation. On a vu Kémy Séba autrefois, parfois interpellé, 2 jours, 3 jours après relaxé, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois maximum peut-être 1 mois. Mais cette fois-ci, on voit quand même qu'il est resté un peu. Oui, sur le chemin. Est-ce à dire qu'il a perdu de ses soutiens? Non, sur le chemin. Parce qu'on avait comme l'impression qu'il avait quand même des forces invisibles assez puissantes qui le protégeaient. Sur le chemin des révolutions, il y a de ces étapes-là. Les étapes se multiplient mais ne se ressemblent pas. Là, la justice sud-africaine n'est pas la justice d'autres pays. Et l'actualité de Kémy Séba ces dernières années ne ressemble pas à ce qui se passait avant. Kémy Séba, les choses ont changé. Kémy Séba a voulu utiliser les mêmes méthodes et il a oublié que les États n'ont que des intérêts. Suivez mon regard. La nature, l'état de ses relations avec ses contacts russes, je ne dis pas l'État russe, ses contacts russes, la nature de ses relations aujourd'hui avec d'autres têtes de pont, des mouvements panafricanistes de ces dernières années, un coup de froid, la nature de ses relations avec les pays africains, notamment de l'AES, qu'il a utilisé comme béquille pour pouvoir agir. Mais lui-même se trouvait à une étape où j'ai l'impression qu'il est en train de constater que ce n'est pas toutes les nourritures, on prépare, ça cuit rapidement, on dépose, on mange. Il s'est attaqué à l'âme du Bénin. Avant, il rentrait au Bénin. Et quand ça le plaisait, il revendiquait ses origines béninoises. Mais il s'est attaqué au régime de Patrice Talon qui a des résultats que tout le monde a vus. Le Bénin qui commence par se développer. Lui, il va, parce qu'il veut surfer sur les coups de froid entre le Niger et le Bénin, entre le Niger et le Burkina Faso, il attaque le Bénin et il va jusqu'à, pour les informations qu'on a, dont on a quelques preuves, qui ont été
examinés par la justice sud-africaine, qui expliquent le comportement de la justice sud-africaine, qui toutes les fois que Kemi Seba est allé devant le juge des libertés, n'a pas pu obtenir sa mise en liberté provisoire. Ça veut dire qu'il y a des situations aggravantes. On a vu qu'il a manipulé, il a tenté de manipuler des jeunes ici pour tenter. Il a fait des déclarations lui-même pour se réjouir d'une tentative de coup d'État. Ça, on ne l'a pas dit, on l'a entendu. Oui. Et puis après, il a cherché à dire, revoir ses propos sans pouvoir convaincre. À partir de ce moment, quand vous faites ça, ce n'est pas la même chose que vous avez fait un discours sur un plateau pour dire que le colon est ceci ou cela. Non, vous vous attaquez aujourd'hui. Oui. Enfin, les relations, la nature des relations entre le Bénin et le Niger, comment les lignes commencent pas à bouger. Dans les sujets que vous aviez annoncés, on n'aura pas le temps d'en parler. Vous avez parlé de patrouille mixte conjointe entre le Bénin et le Burkina Faso. Le Bénin et le Burkina Faso. C'est signe de ce que les dirigeants béninois et burkinabés ont commencé par comprendre, donner la preuve qu'ils savent, ils sont conscients de ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. À partir de ce moment, Kemi Seba va se trouver où? En matière de géopolitique et de géostratégie, quand vous agitez comme ça, vous êtes exactement comme les herbes que piétinent des éléphants qui se battent. Hein. On vous oublie rapidement. Kemi Seba pèse quoi aujourd'hui? Dans l'intérêt du Niger, dans l'intérêt du Bénin, dans l'intérêt du Burkina Faso, dans l'intérêt de la Russie de Poutine. Merci à vous, Julien Kitty. Fernando Ressou, on va progresser, parce que vous n'avez pas voulu parler également beaucoup sur ce sujet-là également. On a constaté cette semaine que des patrouilles conjointes composées de militaires béninois et burkinabés ont sillonné la zone frontalière de Koualou dans la commune de Matéri. Et on a vu les images, les populations totalement en extase de la reprise des relations militaires, de la collaboration militaire entre ces deux pays en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Si les populations étaient contentes, leur joie, c'est de dire merci au Bénin. Parce que si vous allez dans le nord de notre pays, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso, les populations béninoises ont donné asile à des milliers de Burkinabés chassés de leur village au Burkina Faso par les terroristes. Or, à un moment donné, les militaires béninois, lorsqu'ils avaient l'autorisation de poursuivre les terroristes jusque sur le territoire burkinabé, ces actes de vandalisme, de brigandage, de grand banditisme et de négativisme absolu sur les populations n'étaient pas aussi récurrents. Mais dès lors que les Burkinabés ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas traverser notre... » Les Béninois sont restés chez eux, mais n'ont pas empêché les Burkinabés qui, fuyant les terroristes, ont trouvé asile chez nous. Allez au nord du Bénin, vous allez voir plein de camps de réfugiés. Cela est à saluer, Julien Kitty. Absolument, c'est à saluer. C'est la preuve du caractère extrêmement, du caractère foncièrement pacifique du peuple béninois, où qu'il se trouve sur le territoire national. Et puis, au niveau des Burkinabés qui ont été acceptés ici, et il a dit, c'est des milliers de personnes qui vivent ici. C'était déjà démontré, vous demandez à tous les spécialistes des questions de sécurité, surtout des guerres contre les mouvements djihadistes, ils vont vous dire, c'est souvent dans les zones frontalières qu'ils opèrent. Parce qu'ils peuvent sortir d'un pays et rentrer dans l'autre, sachant que entre les pays, souvent, on commet l'erreur d'avoir des positions rigides pour dire vous avez violé notre territoire, alors que même cette tracée-là de frontière-là ne viennent pas de vous. C'est le colon qui est venu vous partager. Donc vous êtes des frères. Alors, toutes les fois que les autorités militaires béninoises ont toujours démontré ça, pour dire s'ils s'entendaient, si les autorités burkinabées acceptaient qu'ils s'entendent et tout pour opérer conjointement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, dès que les terroristes viennent au Bénin, veulent tenter des choses, l'alerte est donnée, on les pourchasse, ils traversent la frontière. D'abord, échange de renseignements, c'est que l'armée du Burkina
va leur asséner une réponse dès qu'ils vont vouloir se replier. Et pour revenir au Bénin aussi, c'est compliqué. Ils seront pris en sandwich. Tout à fait. Et puis, dès que, même les terroristes que vous voyez, ils ne sont pas les plus courageux. Hein. C'est pourquoi, justement, pour être terroriste, on est obligé de les endoctriner. Ils ne réfléchissent plus correctement. Sinon, si on laissait les gens véritablement lucides, non endoctrinés par les questions, l'extrémisme religieux, non endoctrinés par la consommation d'un certain nombre de produits, vous allez voir que si ceux-là, ils ont de la jugeote, ils ne vont pas faire ce qu'ils font là. Mais c'est qu'on amène les gens à se dire, même si nous mourrons pour un bien, pour aller au paradis. Mais au même moment, observez-les. Quand ils sont détruits en masse, pourquoi ils fuient? Le reste fuit parce que, ils se rendent à l'évidence. Mourir, c'est pas aussi facile que ça. Donc, si ça peut se faire avec le Niger également, ça va être une très bonne chose. Et moi, justement, c'est la question que j'allais poser. Je dis la guerre de... On espère que ce serait pareil aussi au niveau du Niger. Ça serait pareil, mais il faut que le préalable de la réouverture de la frontière soit fait. Ne soyons pas, souhaitons que ça aille vite, mais évitons de brusquer aussi les choses à ce niveau. Observez que la diplomatie entre le Niger et le Bénin fonctionne de façon très professionnelle. Vous avez vu, on a communiqué sur l'arrivée, l'invitation des autorités nigériennes là, à l'investiture du président Wadaï. C'était bon, un signal. Donc il fallait communiquer là-dessus. Ils sont venus. Et le Bénin a invité, le Niger a accepté. Le président Wadaï s'est installé, premier voyage après le Nigeria, Burkina, Niger. Pour dire, Niger-Burkina. Pour dire, on n'est pas des ennemis. On peut communiquer autour de ça. Installation de comités mixtes. D'accord? Et on vous montre quelques reportages sur les travaux du comité. Et quand les 15 jours donnés au comité pour travailler sont arrivés à terme, on a montré que leur rapport a été déposé. À partir de ce moment, avant l'ouverture, là, on rentre en coulisses. On n'expose plus l'information. Ouais. Le Niger a juste fait dans le point sur le rapport, nous avons quelques conditions. Et on a dit en matière de négociation, c'est ça, il faut mettre la barre haut, en sachant pertinemment que si on va sur les questions de souveraineté, le Bénin va dire, on a bien entendu, mais comprenez que vous avez aussi la liberté de faire ça. Mais si on continuait de communiquer sur ça, c'est des débats comme ça là. Voilà. Et d'autres débats pour lesquels Fernando souhaite même radar du Sénat dessus, qui vont détruire encore ce qu'on veut. Laissons les choses se faire. Les frontières entre le Bénin et le Niger vont rouvrir et les patrouilles conjointes vont commencer. J'ai eu un témoignage là aussi, avant de venir vous voir, d'un jeune béninois en formation en matière de santé, qui était en formation au Niger depuis des années. Les perturbations qu'il y a eu là, entre le Bénin et le Niger, ont fait qu'il a raté son année passée. Mais au mois de juillet, là maintenant, alors que la frontière n'est même pas encore ouverte officiellement, vu que les relations des deux pays ont commencé par s'améliorer, les choses ont repris normalement et il a déjà fait le voyage. On espère que... Je vais donner un exemple, si vous le permettez, très rapidement, parce qu'il a dit les frontières là, ce n'est même pas nous qui les avons mises en place. J'ai suivi un Congolais, un député congolais, qui a donné un exemple entre le Congo et le Rwanda. La ligne frontalière est passée dans un cimetière. Tu vois? Donc les mêmes parents. Et la tête du chef du village, ça a coupé le tombeau du chef du village en deux. Sa tête s'est retrouvée du côté congolais. Le reste de son corps s'est retrouvé du côté burundais. Il est congolo-burundais. Non, dites-moi. Et il le disait devant des blancs, il disait, voilà ce que vous avez semé. Et toutes les populations qui sont à droite, là, vous dites qu'ils sont d'un autre pays, d'une autre nationalité. Ceux qui sont ici sont d'un autre pays, d'une autre nationalité. Les gens font les mêmes cérémonies. Mais quand il y a Novitia, quand il y a le Yeke, entre le Bénin et le Togo, là, les gens ont compris quelque chose, c'est incroyable.
Quand Du Bénin jusqu'au Ghana, quand les femmes portent leur habit de vaudoucier ou de prêtresse et tout ça là, il y a une partie à la frontière. On ouvre ça, on ne leur demande même pas une pièce d'identité. Durant tout le temps, le jour où j'ai assisté à ça, j'ai dit quelle intelligence. Quelle intelligence. Merci à vous, Fernando Resso, pour ces différents développements. Merci également à Julien Kitty. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, nous sommes à la fin de cette émission, mais en 2 minutes, 1 minute chacun, exigence de sujets annoncés notamment. On a annoncé la Coupe du Monde, le reporter sportif. On va lui laisser la parole. Cette Coupe du Monde, la finale est prévue pour demain. Pronostic, espérance et leçons à tirer très rapidement. Bon, mais si vous me parlez de pronostic, vous avez constaté que quand on a 2 équipes d'expérience en face, c'est pronostic interdit. Pronostic interdit parce que les grandes nations, les grandes équipes, vous constatez qu'elles subissent et à un moment donné, au moment où tout le monde pensait que c'est terminé, boum, ils placent un but en sachant que même si j'étais en retard de 2 buts, le fait d'avoir marqué ce but va déstabiliser psychologiquement, moralement mon adversaire. J'en profite pour lui porter l'estocade. Puisqu'on n'a pas le temps, je voudrais tout simplement dire, on va revenir là-dessus, les déterminants de la performance sont structurés en 4 grandes catégories. Physique, technique, tactique. Si la 4e catégorie vous manque, vous avez tout faux. Mental. Et c'est d'une importance vitale. Suivez mon regard, on reporte des choses aux pays africains, aux équipes africaines. De 10, on s'est retrouvé à 9 au second tour, mais après, patatras, il ne restait plus qu'une seule équipe. Et à partir des 8e de finale, plus d'équipes africaines. Je suis toujours celui-là qui dit que l'avenir est proche, que les Africains vont faire trembler le monde. Merci à vous, Fernando Resso. J'ai le cas, un commentaire ou... Non, mais moi je veux simplement dire mais la félicitation à l'équipe argentine parce que lors des demi-finales face aux Anglais, j'ai eu à leur place, certainement ils l'ont eu aussi à faire un exercice de nerfs pour ce qui est des Anglais. Parce que jusqu'à plus de 80 minutes, au-delà de la 80e minute, ils étaient sûrs qu'ils allaient en finale. Mais les Argentins de Messi ont montré qu'il faut y croire jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, l'Argentine est là. Et face à l'Espagne, moi j'ai envie de dire, oui, justice pour les grandes nations. Quand même, on ne peut pas dire que l'une ou l'autre équipe est arrivée là par hasard. Parce qu'ils méritent. Et puis Messi est en train de remporter une autre bataille. Au soir pratiquement de sa carrière, il y avait CR7 aussi qui était venu, Cristiano aussi qui était venu, et puis dans ce registre-là, pour peut-être dire au soir de ma carrière, j'ai pris la coupe, mais Messi est encore là. Je pense qu'il est un monstre. Et à la France, de notre ami Mbappé qui, tout en étant sur le terrain, est au cœur des polémiques, j'ai l'impression qu'il adore ça. Ils vont courir derrière la 3e place, mais je pense que s'ils sont dans les tergiversations et qu'ils ne tiennent pas, ils ne se concentrent pas sur, par exemple, ces caractéristiques que Fernando a énumérées, et pour avoir la cohésion, eh bien, ils vont perdre la 3e place face aux Anglais. Et j'ai envie de dire, d'avoir un clin d'œil pour quelqu'un qui meurt pour Barcelone, donc pour son ami qui est... la grande star, Yamal. Oui, Yamal qui est la grande star de l'équipe espagnole, c'est mon fils, Étonam Caleb Kitty, qui pour lui c'est le meilleur. Je verrai bien comment ça va se passer. Moi je resterai Messi. Ça n'empêchera pas que nous continuions d'être père et fils. Vous savez, j'avais parlé tout à l'heure du mental. On n'a pas le temps. Si l'Argentine affrontait l'Angleterre en finale, j'allais dire d'office que c'est l'Argentine qui gagnait. C'est historique. C'est historique. Vous savez que l'Angleterre a dominé l'Argentine. Et quand Maradona devait rencontrer l'Angleterre en 1986, tout le pays parlait de ça. La guerre entre l'Angleterre
et l'Argentine. Donc le jouaient sport, pour nous. Le sport devrait être une réplique pacifique, Absolument, mais plus engagée. absolument. Et c'est pour ça que chaque fois que des Anglais affrontent des Argentins, attention, il faut prendre la revanche historique et le peuple attend ça. C'est un détail historique de taille. Merci à vous pour vos différents commentaires sur les différents sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. C'était un plaisir. Julien Kitty, merci. Plaisir partagé. Felou Ressou, merci pour toujours la disponibilité et les différents sacrifices qui sont effectués ça et là pour vous rendre disponible pour participer à cette émission. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité constante. Soyez-en remerciés, soyez-en bénis. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour Free Week. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.